Si je te parle du Mexique, tu vas sûrement me répondre tacos, tequila et mariachis. Mais peut-être que tu vas aussi me parler d'une autre image, celle de la violence, du trafic de drogue et du crime organisé. Le cartel de Sinaloa riposte violemment alors que le Mexique recapture le fils d'El Chapo. Logiquement, l'arrestation d'un narcotrafiquant est une bonne nouvelle, mais les conséquences immédiates de cette arrestation ont déclenché une telle vague de violence que même les Mexicains n'y étaient pas préparés. La réalité, c'est que la violence est si profondément ancrée dans la société mexicaine qu'elle fait même désormais partie de la culture populaire. Le Financial Times estime qu'aujourd'hui, les cartels et les organisations criminelles contrôlent un tiers du Mexique. Et cette influence n'est pas juste circonstancielle. Par exemple, au Mexique, il y a une forte tradition des corridos, c'est-à-dire des chansons et des ballades avec un narratif. Et ces ballades ont été adaptées pour prendre en compte une nouvelle réalité, les cartels. C'est comme ça que sont nés les narco-corridos, des chansons qui narrent l'histoire des narcotrafiquants. En vrai, le Mexique est un pays splendide avec une culture et une histoire richissimes, mais il reste malheureusement très associé au narcotrafic. En même temps, le Mexique, c'est la porte d'entrée au marché US, et les États-Unis, c'est le premier marché de consommateurs de stupéfiants au monde. Mais est-ce que ça suffit pour expliquer pourquoi il y a tant de violence au Mexique? Après tout, s'il s'agissait uniquement de frontières, les narcotrafiquants auraient aussi pu s'installer au Canada, non? Eh bien, jette un œil à cette carte. À l'écran, on peut voir la frontière entre la ville d'El Paso au Texas et Ciudad Juárez au Mexique. Cette zone a toujours été considérée comme l'un des points chauds du trafic de drogue aux USA. Pourtant, El Paso est considérée comme l'une des grandes villes les plus sûres des États-Unis, alors que Ciudad Juárez, elle, est l'une des villes les plus violentes du Mexique. Même qu'en 2021, Ciudad Juárez est arrivée au 2e rang du classement des villes par nombre d'homicides pour 100 000 habitants. Le problème n'est donc pas uniquement lié au trafic de drogue. Pour plein de monde, le véritable problème de ce pays, c'est l'inefficacité de ses institutions, notamment à cause de la corruption. Certains experts soulignent même que le Mexique se rapproche du seuil de l'État failli. D'ailleurs, une partie de la population mexicaine fait davantage confiance aux narcos qu'au gouvernement. En fait, l'État n'est pas présent partout. Dans plusieurs régions, il a cédé le pouvoir aux cartels. D'ailleurs, depuis le début des années 2000, quand le gouvernement mexicain a décidé de lutter frontalement contre le trafic de drogue, la violence n'a cessé de s'intensifier. Aujourd'hui, la sécurité est devenue la principale préoccupation des Mexicains. Le président sortant, Andrés Manuel López Obrador, en avait fait l'une de ses priorités. Ça explique aussi pourquoi cette dernière décennie, le pays s'est fortement militarisé, d'autant plus depuis l'investiture du président sortant, AMLO, alors qu'à la base, il rejetait le principe même de la réponse violente. En revanche, ce qui est étrange, c'est qu'on assiste aussi à une ingérence de l'armée dans les affaires civiles. De plus en plus d'officiers se retrouvent aux commandes de groupes privés, dans le tourisme, les télécoms et l'énergie. Du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi, malgré la militarisation de la société, il y a toujours autant de violence au Mexique? À quel point les cartels sont-ils puissants? Comment est-ce que le gouvernement et l'armée luttent contre cette ultra-violence? Et pourquoi est-ce que AMLO a tout misé sur l'armée, une institution qu'il rejetait pourtant jusqu'à récemment? Et finalement, qu'attendre de la nouvelle présidente de la République? On va tout expliquer, mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, c'est parti, on démarre avec le volet Histoire. Une histoire tachée de sang. En 1971, le président des États-Unis Richard Nixon déclare la guerre à la drogue. Depuis, le monde entier multiplie les efforts pour contrer les narcotrafiquants. Bon, autant vous dire que pour l'instant c'est un échec. Le narcotrafic est toujours très lucratif et l'un des indices de sa stabilité, c'est que les prix n'ont que très peu évolué. Même l'inflation n'a aucun effet sur le cours des stupéfiants. Bref, mis à part quelques exceptions, les relations entre les organisations narcotrafiquantes et les autorités sont généralement pas ouf. Mais un des pays qui fait exception, c'est justement le Mexique, l'un des premiers narco-états au monde. Là-bas, les cartels ont tissé des liens très étroits avec les politiques, et c'est d'autant plus vrai depuis l'arrivée au pouvoir du PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Parti qui a fait l'objet de scandales de corruption et d'accusations de fraude électorale à tellement de reprises que c'est un triste miracle qu'il existe encore aujourd'hui. Ce parti a quand même été au pouvoir pendant plus de 60 ans.
Un exemple pour bien capter, l'ex-président du Mexique, Carlos Salinas de Gortari, avait un frère, Raúl, qui était très impliqué dans les affaires du cartel du Golfe durant les années 80 jusqu'à son arrestation en 95. Et même comme ça, malgré les 6 décennies du PRI au pouvoir et tout ce que ça implique, la narcoviolence n'avait jamais atteint les niveaux d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a changé? En fait, quand le PRI est arrivé au pouvoir, ses dirigeants ont passé un accord tacite avec les cartels. Les narcotrafiquants pourraient jouir d'une certaine liberté d'action à condition de ne pas semer le chaos. Tout le monde était gagnant. Le PRI se maintenait au pouvoir grâce aux narcos qui garantissaient la paix sociale. En revanche, ceux qui faisaient les frais de cet arrangement pas très orthodoxe, c'était les USA. Évidemment que ça a enragé Washington. Donc, pour apaiser son voisin nord-américain, les gouvernements du PRI ont mené plusieurs opérations anti-drogue dans les années 70, parmi lesquelles la plus connue, l'opération Condor. L'objectif: traquer les têtes des organisations narcotrafiquantes et détruire les récoltes dans les hautes terres de Sinaloa. Le truc, c'est que face à une telle passivité de la part des pouvoirs publics, les cartels ont prospéré et accumulé un tel pouvoir qu'ils étaient désormais en mesure d'exercer une grosse influence sur la vie politique et sur la société mexicaine. C'est à partir de ce moment-là que les autorités ont compris qu'elles avaient donné naissance à un monstre. Elles avaient sous-estimé la menace que représentaient les cartels. Mais cette prise de conscience, elle est arrivée trop tard. La guerre totale. En 2000, un nouveau président prend le pouvoir au Mexique, Vicente Fox. Pour la première fois en 6 décennies, le PRI perd le pouvoir. Débute alors une nouvelle ère et avec elle, une nouvelle relation entre le pouvoir politique et les narcos. Le nouveau président mexicain a fait le choix de s'aligner sur les intérêts états-uniens et de déclarer la guerre au cartel. Mais cette fois-ci, pour de vrai. Les forces armées mexicaines assument alors un rôle plus important dans la lutte contre le narcotrafic. En fait, l'administration Fox adopte une nouvelle loi sur la sécurité nationale qui confère aux forces armées un rayon d'action plus large pour intervenir dans les affaires civiles en temps de paix. À partir de ce moment-là, les militaires disposaient de toute la latitude dont ils avaient besoin pour agir contre les cartels. Avec la capture du chef du cartel de Tijuana, le Mexique porte un coup dur au narcotrafic. Pour autant, le trafic de drogue en direction des États-Unis n'a jamais ralenti. Il a au contraire augmenté. Forcément, cet environnement ultra concurrentiel a amené les cartels à se fragmenter, ce qui a favorisé les guerres entre les organisations narcotrafiquantes. Les taux d'homicide ont explosé et les civils se sont retrouvés pris dans des feux croisés. En fin de compte, la stratégie de Fox a été contre-productive. Comme la nature a horreur du vide, à chaque fois qu'un baron de la drogue tombait, le vide était immédiatement comblé par un ou plusieurs narcotrafiquants. En parallèle, la société mexicaine a aussi connu une accélération du processus de militarisation. L'armée a gagné de plus en plus d'influence. Surtout que les forces armées mexicaines occupent une place particulière en Amérique latine. Ce sont les seuls à avoir affronté presque toutes les grandes puissances occidentales. Déjà, il y a la guerre états-uno-mexicaine entre 1846 et 1848, mais aussi l'intervention militaire française au Mexique entre 1862 et 1867, au cours de laquelle Napoléon III a reçu le soutien de la couronne britannique et espagnole. Mais début XXe siècle, l'armée mexicaine rencontrait surtout des problèmes internes. En fait, le déclin du dictateur Porfirio Díaz a profondément déséquilibré les forces armées mexicaines jusqu'à la révolution qui s'achève entre 1917 et 1920. À partir de ce moment-là, le Mexique devient une république fédérale. L'armée ne défend plus un empire ou une dictature militaire, mais une constitution. Mais bon, dans les faits, l'armée a surtout servi les intérêts du PRI jusqu'en 2000 et l'arrivée au pouvoir de Fox. Sauf que contrairement à l'Amérique centrale voisine, le Mexique a réussi à éviter le piège des dictatures militaires. Le PRI exerçait un pouvoir autoritaire, certes, mais l'armée ne dictait pas au gouvernement la marche à suivre. Durant une bonne partie du XXe siècle, le Mexique n'a connu ni coup d'État, ni ingérence militaire dans les affaires civiles, ce qui était très inhabituel dans la région, d'où la confiance des Mexicains en leur armée. N'empêche que la lutte contre le narcotrafic est devenue l'une des priorités de l'État. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le successeur de Fox en 2006, Felipe Calderón. Como es subrayado, hoy el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad, la libertad y la tranquilidad de los mexicanos.
es un enemigo que no conoce límites. C'est comme ça qu'à partir de fin 2006, le gouvernement mexicain déploie l'armée pour soutenir le travail des policiers sur le terrain. Calderón lance alors conjointement avec les États-Unis l'initiative Mérida. Alors, en quoi consistait ce plan? En gros, l'idée était de déclarer la guerre aux narcos en mobilisant toutes les ressources disponibles, comme dans le cadre d'une guerre conventionnelle. Plusieurs territoires sécurisés sont passés sous contrôle militaire. Tandis que des milices d'autodéfense composées de simples civils se sont formées pour combattre le narcotrafic. Sauf que les cartels ne comprennent rien d'autre que la violence. La riposte a été sanglante. Les homicides ont explosé et le rapport de force s'est inversé. L'État a été mis en déroute. D'où ce genre de titre de presse. 24 jeunes abattus au Mexique. 2 enquêteurs sur le meurtre de 72 migrants retrouvés morts. Le Mexique arrête 5 Zetas pour le massacre de 52 personnes au casino de Monterrey. Au Mexique, les narcos assassinent 11 musiciens d'un groupe de cumbia. Au Mexique, le narco qui a ordonné l'incinération des 43 étudiants a été arrêté. Et la liste de ces atrocités est interminable. Bref, la guerre contre la drogue s'est soldée par un échec lamentable. Dès qu'un cartel était démantelé, un autre prenait sa place. La violence était inarrêtable. Mais même face à cette débâcle, ni Calderón ni son successeur Enrique Peña Nieto n'ont envisagé de changer de stratégie. Le retrait de l'armée aurait été perçu par l'opinion publique comme un aveu de faiblesse, voire une forme de capitulation. Alors justement, Enrique Peña Nieto, il sort d'où? En fait, en 2012, il succède à Calderón à la présidence du Mexique. Son arrivée au pouvoir marque le retour du PRI. À l'époque, le bilan sécuritaire de son prédécesseur est catastrophique. Bon, d'accord, c'était pas brillant sous Vicente Fox, mais au moins le nombre d'homicides était resté stable. Avec Calderón, ça a quand même pas mal augmenté. Mais sous Peña Nieto, le Mexique a battu tous les records. La situation perdurera jusqu'à l'arrivée d'un nouvel homme fort de la scène politique mexicaine et avec lui, l'adoption d'une nouvelle politique sécuritaire. Je t'arrête tout de suite, c'est la fin de l'épisode 1. On verra la suite dans le prochain épisode qui devrait sortir d'ici quelques jours. Si t'as aimé cette vidéo, pense bien à t'abonner, à liker, à partager et surtout, n'hésite pas à nous écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta si t'as envie de nous faire part de suggestions sur les prochains sujets. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, clap de fin.